Et pour analyser cette baisse de la délinquance, notre invité Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Est-ce que vous êtes étonné par les résultats de cette enquête? Non, je ne suis pas étonné par les résultats de cette enquête. Et d'ailleurs, Christophe Soulez a très bien synthétisé l'analyse de l'enquête qui a été conduite. Je ne suis pas étonné parce qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, les policiers et les gendarmes font très bien leur travail, malgré des conditions difficiles, qui plus est en période d'état d'urgence ces 3 dernières années. Il y a aussi tout un tas de nouvelles technologies qui ont été mises en place pour protéger les habitations, pour protéger les véhicules, qui fait que par la force des choses, la délinquance et la criminalité dans ces domaines-là a fortement chuté. Vous pensez que c'est parce que les policiers font bien leur travail ou est-ce qu'il y a un changement aussi de la part du gouvernement dans ces politiques, dans ces campagnes de sensibilisation? Alors, il y a effectivement eu beaucoup de campagnes de sensibilisation ces dernières années, ça c'est évident, quel que soit d'ailleurs le gouvernement qui était en place. Mais il y a aussi bien évidemment le travail des policiers et donc comme je disais ces 3 dernières années, une présence accrue des forces de sécurité, qu'elles soient de police, de gendarmerie, mais aussi militaires sur le terrain, qui fait que ça a aussi un effet dissuasif de ne pas commettre certains délits ou certains crimes. Alors on le disait, il y a une baisse incontestable des formes traditionnelles de délinquance. En revanche, elle se reporte sur la cybercriminalité, la cyberdélinquance. Cette mutation, est-ce que on l'a vu venir finalement ? Alors oui, on l'a vu venir parce que le ministère de l'Intérieur, mais plus généralement les administrations françaises se sont dotées d'outils de lutte contre la cybercriminalité. Si aujourd'hui il y a une explosion des chiffres, c'est parce que on n'est pas encore à la pointe de l'organisation complète de cette lutte contre la cybercriminalité et notamment une coordination entre les différentes administrations. Donc c'est en train d'évoluer. Le ministère de l'Intérieur bénéficie de ce qu'on appelle la plateforme Pharos déjà, qui permet de dénoncer certaines infractions qu'on a pu constater sur Internet, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour coordonner tous ces services en matière de lutte contre la cybercriminalité. C'est uniquement un problème de coordination ou alors aussi il faut peut-être faire évoluer la loi. Ça a été rappelé parfois, c'est plus facile qu'un vol à main armée, moins dangereux physiquement, il y a moins de répression pénale aussi lorsque on arnaque quelqu'un à la carte bancaire par exemple. C'est un fait. Il y a certainement un glissement entre la délinquance et la criminalité de rue vers la délinquance et la criminalité sur Internet, tout simplement, Christophe Soulez le rappelait également, tout simplement parce qu'on y est normalement, pas complètement, fort heureusement, parce qu'on a toujours des moyens d'identifier les auteurs, mais on a quand même une notion d'anonymat qui permet de produire des exactions. On a une professionnalisation, on a des bandes organisées qui sont pas forcément en France d'ailleurs. Toutes ces arnaques ou ces chantages qui peuvent avoir lieu sur Internet partent souvent de l'étranger. Donc oui, il y a un glissement très certainement de cette délinquance vers la délinquance virtuelle parce que c'est beaucoup plus simple. Ça rapporte peu sur le moment, mais cumulé, ça rapporte très vite. Et donc effectivement, il faut mettre les moyens en conséquence pour lutter contre ça. Oui, il y a moins de risques aussi d'un point de vue judiciaire. Oui. Il faut changer la loi. Il y a certainement des textes à modifier. Je pense que le législateur a tout son rôle en matière de lutte contre la cybercriminalité, en mettant des sanctions certainement déjà plus sévères, mais aussi peut-être en légiférant sur la mise en place de différents moyens budgétaires pour développer cette lutte. Autre enseignement, Denis Jacob, de cette étude, le terrorisme devient le premier sujet de préoccupation des Français. Là, quelle est votre analyse ? Écoutez, je pense que personne ne pourra dire le contraire. On a malheureusement vécu beaucoup de drames ces 3 dernières années. Alors, il faut relativiser. Entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité, il y a quand même une grande différence qui n'est quand même pas négligeable. Mais ce sentiment d'insécurité, il faut le prendre en compte, bien évidemment, c'est normal. Avec ce qu'on a vécu, la population a peur, sont vigilants. Et donc, cet élément-là est à prendre en compte. L'insécurité est avérée. Donc, il faut que les forces de l'ordre qui sont déployées rassurent la population. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs au quotidien depuis déjà pas mal de temps. Et je pense que la population doit aussi faire confiance aux dispositifs qui sont mis en place pour éviter tout drame, nouveau drame, mais malheureusement le risque zéro en la matière, vous le savez, n'existe pas. On parle d'insécurité, cette étude révèle aussi que 26% des femmes se sentent en insécurité dans la rue. On sait qu'il y a une police de proximité qui doit bientôt voir le jour. Une de ses missions sera de verbaliser le harcèlement de rue. Ça peut être une réponse adéquate selon vous ?
Écoutez, je pense que toutes les dispositions qui peuvent être prises pour rassurer notamment les femmes, c'est une bonne chose. Mais la police a tellement à faire. Déjà, que la verbalisation, déjà, il faut identifier très clairement s'il y a harcèlement ou pas. Et je dirais du flagrant délit en la matière, c'est quand même compliqué à déterminer sur le terrain. Et on a tellement de réformes à mettre en place dans la police nationale que bon... Ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode de lutter efficacement contre le harcèlement des femmes dans la rue notamment. Sur la police de sécurité au quotidien, je pense que c'est important qu'on en parle un petit peu. Peut-être que vous alliez l'aborder. On vient de faire des propositions, donc Alternative Police et le SCSI, qui est le syndicat majoritaire des officiers avec qui nous sommes partenaires. On vient d'envoyer au ministre de l'Intérieur une réflexion et des propositions en la matière, et nous avons également saisi l'ensemble des parlementaires. C'est un sujet très intéressant, il ne faut pas le stigmatiser comme étant Quelles le sont retour... vos propositions, par exemple, dans les Écoutez, la police de sécurité au quotidien, elle peut être intéressante et efficace si on y allie 3 axes. Tout d'abord, il faut faire une réforme des structures profondes de la police nationale. Il y a une réforme qui a été votée en 2016 au sein du ministère de l'Intérieur qui s'appelle la réforme territoriale de la sécurité publique, qui consiste à revoir l'organisation des services et des missions. Il y a également la simplification de la procédure pénale. Alors, les parlementaires ont déjà travaillé sur le sujet, il faut aller encore beaucoup plus loin. Alternative Police est à l'initiative de la demande d'oralisation de la procédure, ce qui simplifierait le travail de mes collègues, mais surtout qui les délesterait d'une charge administrative pour repartir sur le terrain, faire du travail d'enquête. Donc, la police de sécurité au quotidien, ça peut être une bonne idée, à condition qu'on nous écoute, et puis qu'on prenne en compte la réalité du terrain et qu'on demande à nos collègues ce qu'ils en pensent exactement. Bon, on a eu un retour du sondage qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur, et on a un retour à peu près de 50 000 réponses au regard des 250 000 agents à force de police et de gendarmerie. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas l'enterrer avant d'avoir essayé quelque chose, en espérant qu'on ne retombe pas dans les travers de ce qu'on a connu par le passé avec la police de proximité. Dernière question, c'est une année noire aussi pour les policiers, avec 48 policiers qui ont eu fin à leur jour. Là aussi, est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris ce phénomène à bras-le-corps ? Alors, bon, vous le savez, c'est un sujet particulièrement douloureux, mais il ne faut pas qu'il soit tabou. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de traiter ce sujet. On a malheureusement évité le pire hier, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, où on a failli avoir un 49e collègue suicidé, qui à l'issue d'une réunion avec le directeur départemental des Ardennes, qui s'est très mal passé, est sorti de son bureau et s'est pendu avec une cordelette. Elle a fort heureusement été sauvée. Donc ces jours ne sont plus en danger. Il y a un facteur qu'on ne prend pas suffisamment en compte, qui n'est pas forcément le facteur qui conduit au suicide dans la police nationale, mais qui est un des facteurs principaux, c'est les conditions de travail, c'est le management, c'est le harcèlement, parce qu'il y en a aussi dans la police nationale, et c'est la pression hiérarchique. Et on a une réforme également qui est importante et qu'on ne veut pas mettre en place, alors qu'on a les moyens de le faire si on applique les réformes qui ont été votées, c'est la réforme des cycles de travail dans la police nationale. Alors ça peut paraître anecdotique pour les personnes qui nous écoutent, mais il faut savoir que nous avons gagné à l'Europe, nous avons fait condamner la France pour la non-application de la directive européenne du temps de travail. Voilà, les conditions de travail, c'est un véritable problème au sein de la police nationale. Il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions passent par une adaptation des cycles de travail. C'est fondamental pour avoir des fonctionnaires motivés et puis éviter ce burn-out ambiant qui persiste depuis plusieurs décennies. Eh bien, merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu sur ce plateau.